Je voudrais donc maintenant aborder, en ayant fini les rappels de l'an dernier, ou presque fini les rappels de l'an dernier, je voudrais aborder la discussion de l'équicontinuité et indiquer ce que c'est la contrôlabilité par paire quand même. Cette hypothèse, c'est de dire que quel que soit x, bien sûr, différent de y, la contrôlabilité par paire, c'est de dire que Cx inter Cy, en fait c'est la contrôlabilité approchée par paire, est différent du vide. Donc ça ne veut pas dire que je peux me rendre d'un point à un autre, ça veut dire qu'étant donné à deux points, je peux trouver un troisième point où nous pouvons nous rencontrer. Okay? Je peux contrôler le double système, la paire de systèmes, pour qu'on se retrouve. Okay? Ce n'est pas une notion de contrôlabilité usuelle, c'est, je trouve, une notion extrêmement intéressante. Je suis persuadé qu'il y aurait à faire beaucoup de choses, à reprendre beaucoup de choses sur la contrôlabilité par la contrôlabilité par paire. C'est quand même les États, ce sont des États aussi qui héritent d'une certaine stabilité. Enfin bon, bref, je n'insiste pas, vous voyez bien de quoi il s'agit. Hein, c'est, étant donné deux points de départ, peut-on se retrouver quelque part? Comme il y a une fermeture, c'est peut-on se retrouver à epsilon près quelque part? Donc c'est de la contrôlabilité approchée par paire. Alors ça, on peut imaginer, même si ce n'est pas simple, que l'on sache résoudre, comprendre ce que c'est les Cx. Et dans le cours de l'an dernier, je vous avais indiqué tout un tas de règles pour manipuler ces objets et savoir vérifier ce genre d'hypothèse. Donc moi, cette hypothèse, je n'y touche pas. Ça peut être difficile, mais c'est un problème classique de contrôlabilité. D'identifier, je dis contrôlabilité du sens strict, au sens strict de l'automatique, c'est de l'atteignabilité, mais enfin bon, c'est essentiellement la même chose. C'est quels sont les points qu'on peut atteindre. Ça, c'est vraiment du jargon en automatique, c'est vraiment pas grave. Mais donc, pardonnez-moi pour ce petit abus de langage. Mais on peut considérer que ça, c'est effectivement une question de base dont on a absolument besoin en automatique, en contrôle optimal, et donc on est armé pour regarder cette question-là. La première est quand même un petit peu gênante. Et puis, en plus, comme je l'ai dit, ça peut être un peu compliqué. Je vais d'ailleurs donner un exemple, certes non linéaire, dans un instant. Et puis surtout, on peut se demander, est-ce que ces conditions sont indépendantes ou pas? Alors, pourquoi intuitivement il pourrait y avoir un rapport? Je vais prendre un exemple extrême qui sera intéressant par la suite, qui va consister à dire, prenons la situation où j'ai contrôlabilité approchée parfaite, c'est-à-dire qu'à partir d'un point quelconque, je peux aller près de n'importe quel point. OK ? Ça veut donc dire que je peux bouger essentiellement d'un point quelconque en un point quelconque. Est-ce que ça entraîne... est-ce que ça, c'est pas un peu lié à l'équicontinuité? Parce que de l'équicontinuité, c'est quand même dire que les valeurs en deux points proches doivent se ressembler, et que, certes, les trajectoires peuvent diverger, mais j'ai d'autres trajectoires qui peuvent revenir vers le même point. Et de fait, lorsqu'on regarde de l'uniforme parabolicité, c'est bien parce qu'on va partout qu'on a des estimations fortes. Si vous regardez les démonstrations de la régularité des solutions paraboliques et que vous l'interprétez stochastiquement, c'est-à-dire le calcul de Maliavin, c'est parce que vous allez partout que vous avez de très bonnes estimations sur la solution fondamentale. Donc, ce soupçon, on sait bien que l'hypoellipticité, c'est justement d'aller partout, que la régularité de la solution fondamentale, c'est d'aller partout. Alors, est-ce que, éventuellement, en prenant la situation où Cx est l'espace tout entier, donc un cas particulier où la condition de contrôlabilité par paire est vérifiée, c'est de se dire, c'est l'hypothèse que je vais faire maintenant.
vais supposer que quel que soit x, Cx, c'est l'espace entier. Donc si je suis dans le tor, c'est mon tor Q ou mon cube de périodicité, mon cube fermé de périodicité. Je vais partout. Okay? Est-ce que ça suffit, cette hypothèse? C'est une question extrêmement naturelle. Alors, l'an dernier, je vous avais montré, donc cours de l'an dernier, rappel, que si on exploite au maximum toutes les techniques introduites de l'an dernier, on a une information qui est déjà pas totalement inintéressante, qui consiste à dire que et j'aurais dû dire que ce que l'on sait toujours, je fais un autre rappel de l'an dernier, c'est que le maximum de epsilon u epsilon, on sait toujours, là c'était le maximum de u de x et de t, en x est une fonction décroissante du temps, il converge, ça c'est essentiellement une fonction décroissante, enfin sous-additive, et donc le maximum en x converge vers quelque chose que je vais noter grand M. Ça, on le sait, il n'y a pas besoin d'aucune hypothèse, même si aucune de ces hypothèses n'a lieu, et on sait que le minimum en x de epsilon u epsilon converge vers une autre valeur qui est petit m, et en général, grand M est supérieur à m, et en fait, l'ergodicité est équivalente à dire que grand M égale petit m. Puisque, bien entendu, si à la fois le max et le min convergent vers la même constante, bah, toutes les valeurs entre convergent uniformément vers la même constante. Trivialité. Donc, la question de l'ergodicité, c'est grand M égale petit m. Alors, le rappel de l'an dernier, c'est de dire que si je prends la lim sup quand epsilon tend vers 0 et quand y tend vers x, bon, c'est plus précis que ça. C'est que si vous prenez un petit espace, quel que soit delta, que vous prenez le sup de epsilon u epsilon de y sur tous les y moins x inférieurs à delta, donc vous voyez bien ce que vous faites, vous regardez en un point. Vous prenez une petite boule autour de x, okay, aussi petite que vous voulez. Vous prenez le maximum là-dessus, c'est une fonction de x qui dépend de epsilon, et cette fonction de x par rapport à epsilon, quand epsilon tend vers 0 par valeur positive, converge uniformément en x vers grand M. Donc ça, c'est dès qu'on a cette hypothèse-là, c'est vrai. Et l'infimum de y moins x inférieur à delta, de epsilon u epsilon de y, converge uniformément quand epsilon tend vers 0 plus, vers petit m. Donc, soit grand M égale petit m, tout va bien, soit grand M est strictement plus grand que petit m, et vous avez un comportement qui est extrêmement bizarre. Regardez, essayez d'imaginer dans votre tête une fonction qui, si je regarde un peu à côté, ça va converger vers une valeur haute. Si je regarde un peu à côté, ça va converger vers une valeur basse. Donc c'est extrêmement oscillant. OK ? Je dois dire que, arrivé là, je me disais, c'est pas possible. Une telle convergence, un tel comportement des solutions des équations des partielles, ce n'est pas raisonnable. Donc peut-être que simplement, je ne sais pas pousser l'analyse suffisamment et que sous cette hypothèse, il y a ergodicité faible. C'est quand même une question que je considère sur l'ergodicité complètement fondamentale. J'avais quand même émis un doute l'an dernier en disant ça paraît vraiment bizarre, mais peut-être avec les systèmes dynamiques, il se passe des choses bizarres. Okay ? Donc j'ai finalement, ça c'est une paraphrase d'une phrase célèbre d'un probabiliste Donsker qui avait dit un jour, il travaillait sur les saucisses de Wiener et les grandes déviations. Et puis, dans un exposé, un jour, il disait, il a dit, et puis un jour, j'ai enfin eu une bonne idée sur ce problème, j'ai demandé à Varadhan. Donc là, sur les systèmes dynamiques, un jour, j'ai eu une bonne idée, j'ai demandé à Yochoz. Et Yochoz m'a dit, mais bien sûr quoi? Alors d'abord, Jean-Christophe Yochoz, mon collègue et vieux copain depuis 43 ans. Donc Jean-Christophe m'a fait un petit cours sur les systèmes dynamiques.
c'est pas beaucoup de choses. Hein. Et donc, je vais répéter bêtement ce qu'il m'a dit. Et en tirer quelques conséquences. Alors donc, on va prendre un système dynamique sur le tore, c'est-à-dire un x point, et j'ai plutôt envie de l'appeler bêta de x. C'est un cas particulier. Et donc, l'équation qui est là, c'est sigma égale à 0 et b égale bêta. J'ai donc une équation du premier ordre, mais tout ce que je vous ai raconté s'applique. Qu'est-ce que ça veut dire Cx? Cx, c'est résoudre, sigma égale à 0, je ne contrôlerai plus rien, je résous x point égale bêta de x. C'est l'orbite générée par le champ de vecteur, par l'équation différentielle ordinaire. Je pars de x, je crée une orbite. Alors, dans les systèmes dynamiques, pour dire que l'orbite est dense, puisque c'est exactement ça dont il s'agit, je prends l'orbite et je la ferme. Dire que je vais partout, c'est dire que l'orbite est dense sur le tore. Donc ça, c'est un nom. Dire qu'on regarde un système dynamique dont toutes les orbites sont denses, on appelle ça un système minimal. Donc je ne savais même pas qu'ils avaient introduit ceci. Pourquoi? Parce que si jamais on n'est pas dans cette situation-là, ça veut dire qu'on peut regarder un ensemble plus petit sur lequel le système opère. Donc, minimal, c'est bien de dire qu'on le regarde là où ça vaut, parce que vous pouvez toujours prendre la réunion des orbites, définir une nouvelle partie géométrique, etc. Donc minimal, c'est qu'il n'y a pas d'espace plus petit sur lequel on peut définir un morceau du système dynamique. Bien. Et il y a un article célèbre, qu'évidemment je ne connaissais pas, de Michel Hermann, un mathématicien aujourd'hui décédé, qui fut d'ailleurs le patron de thèse de Jean-Christophe, qui a construit, il y a fort longtemps, c'est un article pour construire ça, donc ça m'a rassuré, parce que moi j'essayais de manipuler les exemples, évidemment je n'y arrivais pas. En fait, c'est un article assez compliqué, assez technique, dans lequel Michel Hermann démontre qu'un système minimal n'est pas toujours ergodique. Pas toujours ergodique. Et comment il démontre ça? En exhibant des multiplicités de mesures invariantes. Il construit deux mesures invariantes différentes. OK? Si on n'a que grand M égale petit m, ça veut dire que ça converge uniformément à une constante et ça prouve qu'il y a une unique mesure invariante. Donc, dans un tel exemple, grand M est strictement plus petit que M. Donc, c'est un système dynamique où je suis une trajectoire, c'est ça la valeur, et la valeur de ma fonction, hein, les valeurs sont propagées le long de l'orbite, entre guillemets. Je vais récupérer une valeur qui est très très proche du maximum, mais je peux trouver un point juste à côté où la valeur est très très proche de l'infimum. Juste à côté au déparrage, et évidemment ça va vers l'infimum de la condition initiale, parce que ça veut dire que je remonte à une valeur de la condition initiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les trajectoires se sont énormément écartées. Parce que je suis allé vers un point de maximum d'un côté et je suis allé vers un point de minimum de l'autre. Donc, entre guillemets, tout ça, ça ne fait que tourner. Donc, ce que ça montre, c'est que ce sont des situations qui sont extraordinairement discontinues, instables. Et donc, eh bien, dans des cas comme ça, toute la théorie que j'ai construite l'an dernier nous dit, d'ailleurs on apprend des choses, j'ai raconté ça à Yokos, il m'a dit qu'ils n'avaient aucune idée que ça c'était vrai, parce que c'est un point de vue complètement différent. Eh bien ça montre bien qu'on ne peut pas aller plus loin sans l'hypothèse d'équicontinuité. Vous pourriez me dire, ouais mais ça c'est du premier ordre, qu'est-ce que l'on peut faire pour un système du deuxième ordre? Alors ça, c'est à m'apporter, parce que je pompe Hermann, le résultat d'Hermann, et je vous montre un exemple dans le cas du deuxième ordre.
je prends le même bêta que l'exemple ainsi construit, et je définis comme opérateur, je l'écris sous forme de Hormander, et je prends bêta gradient de bêta gradient. Ça, c'est AU. Bon, ça fait bien un AIJ qui est bêta I, bêta J. Donc, essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'évidemment, bêta ne peut pas s'annuler. Ça veut dire que le rang de la matrice AIJ, il est 1. En chaque point, j'ai une direction dans laquelle je diffuse. Et bêta ne peut pas s'annuler parce que sinon, ça voudrait dire que j'ai un point stationnaire et je n'aurais pas un système minimal. L'orbite partant de ce point stationnaire, elle ne bougerait pas. Donc, le rang est exactement égal à 1. Bon, on peut en construire en multipliant, on peut en construire des exemples où le rang est, si on est en dimension D, et même jusqu'à D-1. Ça ne peut pas être D parce que sinon ça serait uniformément elliptique. Donc je me contente de rang 1, pensez rang 1 en dimension 2. Quand je dis qu'il existe une telle chose pour les systèmes minimaux, c'est à partir de la dimension supérieure ou égale à 2. Hein. Ça, j'aurais dû le dire avant. La dimension 1 est très particulière. Bien. Alors, donc, pourquoi je n'ai rien à faire pour vérifier qu'il n'y a pas ergodicité? C'est parce que Michel Hermann construit deux mesures invariantes disjointes M1, M2, qui vérifient quoi? Bien, qui vérifient que divergence de bêta MI est égale à 0. C'est ça la construction. Et justement, quand on écrit sous forme de Hormander, vous voyez, c'est que ce n'est pas d'ailleurs très compliqué. Si vous avez un champ de vecteurs qui est B, donc c'est un opérateur du premier ordre qui est B, l'opérateur A, c'est B carré. Donc ça veut bien dire que A étoile, c'est B étoile au carré. Et donc si B étoile M est égal à 0, bien certainement ça entraîne que A étoile M est égal à 0. Ou une autre manière de dire les choses, c'est que l'opérateur adjoint, c'est moins divergence de bêta fois la divergence de bêta fois M. C'est ça l'opérateur adjoint. Donc si divergence de bêta M égale à 0, bien sûr, ça vaut 0. Et donc, des mesures invariantes pour le système, et au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au lieu de se déplacer dans le sens du temps sur l'orbite, j'ai mis sur l'orbite un mouvement brownien, et je me balade de manière aléatoire sur cette orbite. Bon, j'ai les mêmes mesures invariantes, ou plus exactement, toutes les mesures invariantes liées au système déterministe sont invariantes pour le système stochastique. Il pourrait y en avoir plus, mais enfin bon, ça c'est une autre chose. Donc, même si on a des termes du second ordre et que ce n'est pas une pathologie déterministe, vous avez la même difficulté, et donc en général, on peut avoir cette limite que j'ai envie d'appeler totalement discontinue, où dans un voisinage quelconque d'un point, on peut converger vers une valeur haute, toujours la même d'ailleurs, en tout point. Hein, c'est en tout point, près de ce point-là, vous convergez vers une valeur haute. Et vous convergez aussi vers une valeur basse. Et ça, la seule manière dont c'est possible, c'est en oscillant comme un fou. Hein. D'accord? Donc c'est extrêmement oscillant, mais de manière très rigide. Très, très rigide. Bien. Donc je dois dire que je reste en fait stupéfait que des choses comme ça soient possibles. Parce que c'est le genre de choses où, je vous dirais, essayer de me construire une suite de fonctions où en tout point, près de tout point, ça converge vers le max, près de tout point, ça converge vers le min. Construire une suite de fonctions comme ça serait un exo difficile d'analyse. Et là, c'est vraiment le modèle qui fait ça.
Bon, alors, pour conclure la partie linéaire de ce retour, donc fin du premier retour, et il y aura un deuxième retour à la suite dans le cas non linéaire sur le même thème, je voudrais quand même, ouais, ça va, je voudrais quand même, ça j'aurais dû le dire systématiquement, c'est faire un certain nombre de rappels, par exemple sur l'ergodicité faible. Donc ça, c'est équivalent à epsilon u epsilon converge uniformément vers une constante où g a u epsilon plus epsilon u epsilon égale u0, égale, allez, maintenant je vais l'appeler f, puisque je vais plus regarder d'équations paraboliques, je vais uniquement regarder les résolvantes. Et j'ai indiqué que la convergence uniforme entraînait l'unicité de la mesure invariante. Je vous ai indiqué que comme l'espace de base est compact, il existe toujours une mesure invariante. Je voudrais en fait établir une réciproque bien connue, qui est un résultat à la limite abstrait, qui consiste à dire que l'unicité de la mesure invariante entraîne l'ergodicité. Entraîne l'ergodicité faible. Ah, ce n'est pas vrai avec l'ergodicité forte. Bien. Alors, l'unicité de la mesure invariante, bon, c'est clair, je dis, il y a que... Je vais la formuler comme ceci. Si A étoile F est égal à 0, alors F est une constante fois la mesure invariante. C'est-à-dire que non seulement il existe une unique mesure invariante, mais toutes les solutions de cette équation-là, c'est une constante fois la mesure invariante. C'est une équation linéaire. C'est bien dire que le noyau de A étoile est de dimension 1. Donc, ker de A étoile de dimension 1. Après, on peut travailler là-dessus, on peut avoir des formulations un peu plus faibles de cette unicité, mais ça, c'est au niveau des petits développements techniques qui n'ont pas d'importance. Par exemple, il suffit de regarder des solutions positives. Bon, je pourrais... bon, ça n'a pas d'importance. Donc, on peut affaiblir un tout petit peu cela, mais grosso modo, c'est des formulations avec beaucoup de variantes, en travaillant un peu sur ce type d'équation, dans lesquelles on dit qu'il y a une unique mesure invariante. Alors pourquoi c'est vrai? Eh bien, en fait, c'est une démonstration abstraite qui consiste à observer que si ker de A étoile est de dimension 1, alors, en particulier, l'image de A plus les constantes est dense. De manière générale, avec des opérateurs qui sont bien fichus. Donc, il y a des hypothèses techniques. Mais la fermeture de l'image de A, c'est l'orthogonale du noyau de A étoile. Donc, si le noyau de A étoile il est réduit à 0, bah, l'opérateur a une image dense. Ça, il est presque inversible. S'il est de dimension 1, bah, on a envie de dire que l'image de A est de codimension 1. Il manque une direction. Et cette direction, on l'atteint par les réels. Alors, ce n'est pas une démonstration. Là, je ne connais pas de démonstration totalement abstraite de ceci. On va faire la démonstration de cette application. Ce que je disais à l'instant, c'était un peu de verbiage d'analyse fonctionnelle qui permet de comprendre pourquoi ça a une chance d'être vrai. Alors, ceci, comment ça se démontre? Eh bien, ça se démontre, par exemple, par le lemme d'Hahn-Banach, par contradiction, si pas dense,
Alors, il faut un peu préciser dans quoi on se place. Donc, je vais considérer un opérateur non borné à valeur dans les fonctions continues. Donc, si ce n'est pas dense dans les fonctions continues, ça veut donc dire qu'il existe une mesure bornée, le dual des fonctions continues, telle que l'intégrale de f à v soit égale à 0, et telle que l'intégrale de f fois une constante quelconque, c'est-à-dire 1, soit 0. Donc f est une moyenne nulle, ça c'est l'orthogonalité aux constantes, et la première, c'est l'orthogonalité à v. Et regardez, ça veut bien dire que a étoile f est égal à 0. Maintenant, l'unicité de la mesure invariante, ça veut dire que a étoile f, c'est f et une constante fois une mesure de proba. La moyenne de f vaut 0, ça veut bien dire que c'est 0 vaut 0. Donc, si pas dense, il existe un f non nul. Bien sûr. Un banard. Lemme de séparation, si vous voulez. Donc, c'est deux lignes de démonstration qui, pour le coup, c'est extrêmement abstrait. Donc, vous voyez quel était l'intérêt de rajouter les constantes. Donc là, c'est très naturel dans le problème qui nous occupe. De manière un peu plus abstraite, il faut que ça soit un objet qui ne soit pas dans l'orthogonale de la droite, qui est le noyau de A étoile, et vous auriez un théorème abstrait. Comme l'intégrale de m est égale à 1, les constantes ne sont pas orthogonales à m, donc ça va marcher. Donc la partie abstraite, c'est simplement que on a pris une bonne direction. Et c'est pile ce dont on a besoin pour résoudre le problème de l'ergodicité faible, parce que ce qu'on avait vu dans le cours l'an dernier, c'est que epsilon u epsilon converge vers une constante uniformément, quel que soit f, c'est équivalent à epsilon u epsilon converge, ça c'est le principe du maximum, uniformément vers une constante, quel que soit f, donc ici dans C, quel que soit f dans une partie dense de C. Après, c'est un prolongement par continuité. Ce que l'on vient de dire, c'est qu'il suffit donc de vérifier, donc f appartient à R de A plus R, suffit. En d'autres termes, il existe un W tel que AW plus lambda soit égal à F. Et il existe lambda réel. Voilà. En d'autres termes, pour ceux qui s'intéressent à l'homogénéisation, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'équation au correcteur. C'est dire qu'on a un correcteur. Oui, si on a un correcteur, à ce moment-là, l'ergodicité qui est très semblable à la limite à dire que l'homogénéisation peut se faire et qu'il y a une limite, eh bien, on sait bien que ça marche. Et la notion de dire que c'est dense, c'est dire qu'on a un correcteur approché. Et on sait aussi que ça suffit pour démontrer l'homogénéisation. Alors, la manière de voir les choses, c'est de regarder, comme je me fatigue un peu, j'espère reconstruire ceci facilement, mais c'est de regarder comme fonction test W epsilon plus une constante que je vais identifier. Le W, il est défini à une constante près, donc je peux toujours le normaliser pour que la moyenne de W soit égale à 0. Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais je le dis.
Et ici, on va regarder l'équation satisfaite par de W. Est-ce que c'est W? Oui. Je vais regarder maintenant, pardonnez-moi, lambda sur epsilon plus W. Donc je tente ça comme... donc, pardonnez-moi, j'éclaire mon jeu. Si epsilon u epsilon converge vers une constante, bah, ça devrait être ce lambda. Donc j'essaie de construire quelque chose qui doit ressembler à u epsilon. Si epsilon u epsilon est comme lambda, bah, u epsilon il doit être comme lambda sur epsilon. Ça, c'est la partie constante de la solution. J'utilise le correcteur pour corriger cette partie constante et je regarde ça comme candidat à l'équation qui est ici. Donc, je multiplie l'équation résolvante avec un epsilon, lambda sur epsilon plus W. Ceci, qu'est-ce que ça me donne? Cela me donne, a priori, les constantes s'en vont à W plus lambda plus epsilon W. Ça me donne F avec une petite correction qui est epsilon W. Donc j'ai presque une solution exacte de l'équation, à ceci près que F est corrigé par epsilon W. Bon, ça, c'est pas grave, parce que de ceci, on déduit, grâce au principe du maximum, que le sup de epsilon fois u epsilon moins epsilon, je vais écrire les choses comme ça, lambda sur epsilon plus W, ça c'est le principe du maximum, le sup en x, eh bien ceci, les f s'en vont, c'est la même équation, c'est l'erreur que je fais, c'est-à-dire sup de epsilon W. Ça c'est le principe du maximum. En d'autres termes, vous voyez bien que la norme du sup de epsilon u epsilon moins lambda bien, se majeure par le epsilon fois le sup de W, c'est-à-dire une constante, et donc j'ai bien démontré que epsilon et u epsilon convergent vers une constante. Donc ça, j'aurais vraiment dû le faire l'an dernier, j'ai complètement oublié. C'est simplement de montrer différentes formulations équivalentes. Dire qu'on a ergodicité, c'est dire, au sens de C0 faible, c'est dire que les résolvantes convergent, enfin epsilon fois la résolvante converge uniformément vers une constante, mais c'est aussi dire, et ça entraîne qu'il y a une unique mesure invariante, mais je peux prendre l'autre bout et dire, s'il y a une unique mesure invariante, ça entraîne aussi. Donc tout ça, c'est des formulations équivalentes, et il y a ce petit jeu abstrait avec un petit coup de principe du maximum, qui montre pourquoi ceci suffit. En fait, une petite remarque, je n'ai jamais vu ce genre d'argument dans la littérature que je qualifierais du second ordre sur l'ergodicité. C'est en fait un des rares trucs que je connaissais sur les systèmes dynamiques. Ça se trouve dans les bouquins de systèmes dynamiques, sur les équations donc, du premier ordre. Sur les équations du deuxième ordre, bon, certes, il y a le principe du maximum, ce n'est pas la même démonstration. Dans les systèmes dynamiques, ce que vous voyez pour conclure, c'est un argument dans lequel on fait des moyennes, on se sert de la fonction W comme une sorte de fonction, enfin pas de Lyapunov, mais comme une sorte de fonction constante le long de l'orbite, et puis en moyenne le long de l'orbite. Là, la conclusion est différente, on prend le principe du maximum, mais ça marche exactement pareil. Donc, je crois qu'il était bon que je vous raconte ça, parce que c'est peut-être dans la littérature, hein, personne ne peut savoir tout ce qui est dans la littérature, mais en fait, moi, je ne l'ai jamais vu. Alors, le dernier retour que je veux faire sur l'an dernier, donc retour sur l'an dernier 2, c'est sur des problèmes non linéaires. Alors, ça va aller plus vite maintenant, parce que je ferai peut-être un calcul la semaine prochaine, je suis toujours beaucoup plus long que ce que je le pense. Toujours pareil, je me dis, allez, en un cours, je vais faire ci, en un cours, je vais faire là, et puis après, j'ai un peu de mal. Alors, retour sur l'an dernier sur le cours de l'ergodicité. Donc, deuxième partie, j'aurais dû dire première partie, le cas linéaire. Deuxième partie, donc première partie, c'était le cas linéaire.
Et la deuxième partie, ce sera un cas non linéaire, une classe d'exemple. C'est un exemple que j'avais mentionné. J'avais plus travaillé l'an dernier à la fin. C'était, je pense, le dernier cours. J'avais plus travaillé sur une autre catégorie d'exemples et je voudrais indiquer cette catégorie-là que je trouve particulièrement intéressante. Et je pense que si techniquement on savait faire des progrès là-dessus, je pense que ça aurait pas mal de répercussions sur d'autres sujets. Fondamentalement, je m'intéresse à des équations de contrôle stochastique, le comportement en temps long. Et il y a en fait exactement les mêmes résultats. C'est que équicontinuité plus une sorte de contrôlabilité par paire entraîne, mais pour la partie avec la possibilité de rajouter les contrôles du problème, entraîne l'ergodicité faible ou le fait que epsilon u epsilon tende vers une constante. Je ne vais pas du tout me relancer là-dedans, mais je vais prendre tout de suite mes exemples et écrire un opérateur du deuxième ordre comme précédemment. Je vais regarder une équation résolvante dij u epsilon et je vais prendre une quantité non linéaire ici et je vais prendre la plus simple possible. Je vais prendre la norme de gradient en valeur absolue. OK? Bon. Je rajoute un epsilon u epsilon égale f. Epsilon est strictement positif. On a envie qu'il tende vers 0. F est une fonction donnée régulière et IJ, c'est un demi de sigma sigma transposé comme précédemment. Donc c'est positif ou nul, pas forcément dégénéré, pas forcément non dégénéré, avec un sigma qui est, disons, régulier. Alors, l'équicontinuité là-dedans, donc epsilon u epsilon équicontinue, on a les mêmes résultats pour démontrer, étant entendu que la question que je me pose, c'est est-ce que epsilon u epsilon converge vers une constante quand epsilon tend vers 0. Donc c'est quand même simple, hein, c'est moins AIJ dIJ u epsilon, un opérateur du second ordre linéaire, et je prends juste la valeur absolue du gradient. Alors, la valeur absolue du gradient, c'est une fonction convexe, donc ça c'est important, la convexité pour le type d'analyse que je fais. Bon, ça c'est vrai. Ce n'est pas ultra important, mais surtout ce qui est important, c'est, alors évidemment elle est positive, elle s'annule en 0, mais ça c'est vachement spécifique. Et je ne veux pas des résultats qui dépendent du fait que j'ai regardé pile cet exemple-là. Je veux être capable de regarder des fonctions différentes. Donc je veux avoir une méthode d'analyse qui marche pour n'importe quel, entre guillemets, hamiltonien, c'est-à-dire fonction de gradient U, qui, par exemple, soit convexe et soit minorée par un truc comme ça. Pourquoi la minoration est importante? C'est que dans le fait que l'hamiltonien tend vers l'infini à l'infini, le fait que la norme d'un vecteur tend vers l'infini, c'est le vecteur tend vers l'infini, c'est le fait que ce qui se cache derrière ce côté défini positif de cette non-linéarité, c'est en fait la contrôlabilité. La contrôlabilité, quel que soit sigma, est assurée par le gradient. Donc, toutes les hypothèses de contrôlabilité pleine, c'est-à-dire ce que j'avais noté C+, pour bien distinguer des inf de sup, C+ de x est égal à l'espace tout entier, que j'ai appelé Q, quel que soit x. Donc ça, c'est lié au fait qu'on a un hamiltonien qui est coercif, à un certain sens. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vues l'an dernier, je ne le rappelle pas. Et donc, la vraie question, c'est la question de l'équicontinuité. Quels sont les deux cas qui, au fond, étaient connus? Les deux cas qui étaient connus, c'était d'une part le cas où IJ est égal à 0. Donc ça, c'est l'analyse d'équations comme ceci et d'équations plus complexes, etc.
C'est typiquement ce qu'on avait fait dans cet article jamais publié. J'ai toujours un grand plaisir à citer cet article. Jamais publié, fortement distribué avec Papanicolaou et Varadhan sur l'homogénéisation d'équations d'Hamilton-Jacobi. Je suis très fier de cet article, d'une part parce qu'il n'a pas été publié et que le système de publication est quand même devenu une machine infernale qui ne sert pas à la dissémination des idées scientifiques, mais uniquement à l'évaluation, c'est-à-dire à construire des listes de publications. Personne ne lit les revues. De toute façon, l'information, elle est distribuée par des serveurs d'archives, par des préprints, par la circulation des idées. La publication ne sert à rien si ce n'est à faire de l'évaluation quantitative, c'est-à-dire avoir des listes de publications avec des revues de rang A, des indices quantitatifs qui n'ont strictement aucun sens, comme l'indice hémorroïde, l'indice H, comme la préparation, etc. etc. Donc, tout ceci est un système qui est devenu fou, avec une pression, nos collègues biologistes, j'en profite pour pousser un coup de gueule, parce que là, j'en ai tellement marre de toutes ces conneries. Donc, nos amis biologistes, ils ont toujours besoin de sous, on le sait. Mais vous savez aussi pourquoi ils ont toujours besoin de sous, c'est que pour publier un article, il faut payer. D'accord ? Alors, et c'est pas, on est en train de parler en milliers de dollars pour pouvoir publier un article. Donc évidemment, si vous avez des chercheurs qui publient, ben, il faut déjà beaucoup de sous pour pouvoir publier. Alors donc, il y a une pression d'un certain nombre de crocodiles dans le milieu de l'édition pour que effectivement ça se transforme en maths. Ça apparaisse aussi en maths, ce qui, à mon avis, va entraîner une véritable révolution. Donc peut-être on se dit, ah, mais peut-être qu'au fond, les revues ne servent plus à rien. Donc finalement, j'en viens peut-être à souhaiter que les éditeurs continuent à mettre la pression là-dessus, parce que peut-être ça forcera à se poser les questions, les bonnes questions, c'est à quoi ça sert. Donc, pression financière. Alors, dans la France est là toujours à la pointe de l'innovation, puisqu'on a quand même eu un accord qui a été passé il n'y a pas très longtemps entre les grands éditeurs et l'État français, qui paye grassement une première fois les éditeurs pour une certaine mise à disposition dans les bibliothèques, que personne ne va voir d'ailleurs, des revues. Et donc, l'idée, ça serait de faire payer 2 fois l'État français, qui est bien parti pour le faire. C'est déjà le cas en biologie. Les subventions publiques pour les labos de recherche qui payent les éditeurs, et puis l'État qui paye l'éditeur pour que les revues soient dans les bibliothèques. Et personne ne dit rien. Bon. Donc, c'est absolument aberrant et scandaleux. En particulier de mettre l'argent public et vraiment jeté par les fenêtres. Donc je suis absolument furieux. Et je suis d'autant plus furieux qu'apparemment Elsevier est en train de négocier sur les vieux comptes rendus, qui sont un truc assez historique et qui est des articles du monde entier, y compris de gens qui sont dans des centres de recherche dans des pays où les moyens économiques ne sont pas ceux de la France. Donc, il y aurait une information sans que les mathématiciens soient consultés. Les comptes rendus deviendraient payants pour les auteurs. Si ça se confirme, ça va être une émeute à l'Académie. Alors, j'ai vu passer des mails, où déjà, et je comprends très bien les jeunes chercheurs en disant ces vieux gâteux de l'Académie, voilà ce qu'ils font. Bon, ça ne m'a pas fait très plaisir, la partie vieux gâteux, mais bon, je ne me vois pas tout à fait comme ça, mais enfin bon, le regard des autres est peut-être un peu différent. C'est vrai que j'y vais pas souvent à l'Académie. Mais bon, mais j'ai vérifié avec des gens qui sont plus assidus que moi, personne n'est au courant. Donc, il y a des choses qui se trament. J'en profite pour pousser cette gueulante, et je sais que c'est enregistré, parce que, franchement, c'est absolument en contradiction complète avec l'éthique de la recherche publique, et puis un principe d'égalité et d'accès aux revues entre différents pays. Je veux dire, honnêtement, c'est pas pour moi que, je veux dire, payer des revues, j'ai les fonds nécessaires. Je pense à des jeunes chercheurs et je pense surtout à tous les pays où les conditions de travail sont déjà difficiles. C'est absolument scandaleux. Bon, ça va mieux.
Ah oui, donc je suis très fier que cet article avec Papanicolaou et Varadhan n'ait jamais été publié, et ce qui n'a pas empêché d'avoir un impact absolument non négligeable, ce qui prouve bien que les revues déjà à l'époque ne servaient à rien, et d'être abondamment cité. Hein, donc, je ne sais pas comment mon propre indice hémorroïde se débarrasse, gère cette question-là. C'est-à-dire un article qui est abondamment cité, est-ce qu'il compte, mais non publié dans une revue? Est-ce que ça compte dans l'indice hémorroïde? Je ne sais pas. Bon, l'indice hémorroïde, c'est quand même un truc, et il faut être tordu pour inventer des choses comme ça. C'est le plus grand nombre, n. D'ailleurs, il faut être... j'ai toujours du mal à le définir. C'est le plus grand n tel que n de vos articles ont été cités par au moins n auteurs. D'accord? Alors, ça doit être un matheux qui a inventé ça, hein, parce que pour être aussi tordu que ça, je ne vois pas comment... ça peut être qu'un matheux pour faire un bazar comme ça. Bon. Alors, donc, mais le nombre... mais malgré ça, les gens s'en servent. Alors, là où c'est un peu vicieux, c'est que ces indices quantitatifs, sur une personne isolément, n'ont absolument aucun sens. Si on moyenne sur une fac ou sur un gros département, toutes les aberrations individuelles ont tendance un peu à s'estomper, et là, ça peut donner une vague indication. Donc, c'est du bon usage des indices. Donc, celui-là, c'est quand même le... je l'aime. Alors en plus, c'est des indices payants, enfin, si vous voulez consulter, enfin, c'est du racket, c'est monstrueux. Toute cette histoire, le système est devenu fou. Et en fait, le système est devenu fou parce qu'il ne passe pas à l'échelle. Dans les années, je n'étais pas né quand même, il y a 80 ans, il y avait 4 profs à la Sorbonne, 4 profs à Heidelberg, et fondamentalement, on n'a pas changé le mode de fonctionnement depuis ce temps-là. On a simplement multiplié par 100 le nombre de chercheurs qui travaillent dans notre discipline, et le système, il ne marche plus. C'est tout. Et c'est quand même assez naturel de se dire qu'un système qui marchait il y a 80 ans, vu les évolutions de la société, il a de bonnes chances de ne plus marcher aujourd'hui. Bon. Mais ce genre d'évidence et les conséquences qu'on doit en tirer pour faire autre chose, s'organiser autrement, etc., le genre de ça commence un peu à pointer en Europe. Moi, j'ai déjà fait des propositions assez révolutionnaires et finalement, c'est en Belgique que j'ai trouvé un écho. Bon, bref. J'arrête mon coup de gueule. Ça ne m'a pas mis en avant, c'est ça. Alors, donc, sur l'équicontinuité, mon Dieu. Sur l'équicontinuité, le premier cas qui est connu, c'est AJ égale à 0. C'est en fait une trivialité parce que epsilon u epsilon est clairement borné par le principe du maximum. AJ vaut 0. Vous écrivez l'équation, vous voyez que le gradient est borné. Trivial. Gradient borné, ça veut dire que c'est équi-lipschitsien. Deuxième information, deuxième cas où on le sait, c'est le cas où les A et J sont strictement positifs. Équation uniformément elliptique. Là, vous pouvez ignorer, vous pouvez dire ça c'est un terme d'ordre 1. Vous avez une brave équation uniformément elliptique. Vous avez des estimations uniformes. Par exemple, pour epsilon u epsilon. Vous avez une solution bornée. Si vous écrivez l'équation pour epsilon u epsilon, si j'appelle v epsilon égale epsilon u epsilon, évidemment, vous avez moins AJ dij de v epsilon plus gradient v epsilon est égal à epsilon f. Et vous savez maintenant que v epsilon est borné. Donc vous avez une équation uniformément elliptique, même au second membre ça tend vers 0, mais on s'en moque, et la solution est bornée. Si la solution bornée est bornée, les dérivées premières sont bornées, les dérivées secondes sont bornées, enfin, tout est borné. Donc, les deux cas extrêmes sont triviaux. Qu'est-ce qui se passe lorsque je mets un AIJ de x qui n'est pas
ni uniformément elliptique, ni complètement nul. Ça, c'est assez naturel parce que lorsque vous pensez à de la diffusion qui s'organise en dimension 2 que dans une direction, il faut certainement maîtriser des choses comme ça si on veut beaucoup mieux comprendre des choses comme la propagation par courbure moyenne dans un milieu aléatoire et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas neutre. Cette idée d'avoir une diffusion unidirectionnelle en dimension 2, comme exemple, est un exemple qui montre que c'est certainement extrêmement pertinent de résoudre cette question-là. Ma conjecture personnelle, c'est que l'équicontinuité est toujours vraie. Je ne pense pas que les epsilon u epsilon soient toujours bornés en norme de Lipschitz. Mais l'équicontinuité, j'en suis absolument sûr. Enfin, sûr. J'en suis convaincu. La seule manière d'en être sûr, ça serait d'être capable de faire la démonstration. Deux cas sont gérables. Deux cas sont gérables. Deux cas intermédiaires. Premier cas, c'est de faire une hypothèse structurale. Vous supposez, j'appelle lambda bar de x la plus petite valeur propre de A de x, de la matrice AJ de x, et puis lambda bar la plus grande valeur propre de A de x. Le premier résultat, c'est qu'on a en fait équi-Lipschitz et non pas équi-continu si la plus grande valeur propre se majore par une constante fois la plus petite valeur propre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand toutes les valeurs propres sont strictement positives, c'est-à-dire le cas défini positif, c'est automatiquement vérifié. Quand la matrice est identiquement nulle, c'est automatiquement vérifié tous vos zéros. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une direction de dégénérescence sans que la matrice s'annule. Une direction de dégénérescence, c'est lambda bar égale à 0. C'est-à-dire que toute la matrice s'annule. Donc quand ça dégénère, c'est tout d'un bloc. Et la manière dont la dégénérescence apparaît est isotrope, c'est-à-dire que ça converge vers 0 au même rythme, peu importe la direction d'où on vienne. Okay? Donc c'est une hypothèse très forte. Mais c'est une hypothèse où on s'est démontré équilipschitsien. Donc ça, c'est des raffinements d'estimés de Bernstein. J'ai évidemment pas le temps de me laisser là-dedans. Lancer là-dedans, mais un deuxième exemple, c'est, en fait, c'est beaucoup plus général que ce que je vais vous raconter, mais cela consiste à dire, je vais prendre une situation moins A de xy d2 sur dx2, voilà, comme opérateur, ça sera mon AJ. On va être par exemple en dimension 2. Donc x, ça devient xy, pardonnez-moi pour la notation, chacun des x étant en dimension finie, en dimension 1, et ici c'est a égale sigma carré. Donc c'est bien l'idée d'une seule direction au plus de dégénérescence, étant entendu que dans cette direction, ça peut même aussi dégénérer en certains points. OK ? Bien, dans ce cas-là, on arrive à démontrer que l'on a un module d'équicontinuité avec un exposant de Hölder 1,5. C'est-à-dire, on arrive à démontrer que V epsilon de x1 y1 moins V epsilon de x2 y2 se majore par une constante indépendante de epsilon fois x1 moins x2 plus y1 moins y2 1,5. Bon, je ferai ces démonstrations la semaine prochaine parce que c'est, je pense, assez frappant. Donc, si vous vous placez en dimension 2, soit vous avez l'aspect isotropique, complète dégénérescence, ça marche, soit totalement dégénéré, ça marche, soit uniforme elliptique, ça marche, mais ça marche aussi si on diffuse que dans une direction. Donc, ça, ce n'est pas tous les cas, mais on ne voit pas très bien quel est le phénomène qui échappe.
Il y en a, parce que mathématiquement, ça ne contient pas tout. Et en particulier, il y a le problème de localisation, c'est-à-dire que l'on peut être dans une certaine zone d'un type, dans une autre zone d'un autre type, et autant ces deux premières démonstrations se localisent que celles-ci se localisent plus difficilement. Donc, je vois pas mal de gens actifs dans l'assistance. Je recommande fortement ce problème qui n'a l'air de rien, mais qui est de se dire, est-ce que je saurais obtenir des estimations a priori indépendantes de epsilon sans conditions particulières sur les AIJ? En dimension 1, vous voyez bien que ce premier cas de figure, et c'est très simple en dimension 1, est absolument général, parce qu'il y a une seule valeur propre. Okay? Donc en dimension 1, ça marche toujours. C'est en dimension à partir de 2 qu'il faut regarder les choses. Bon, ben, je ne sais pas. Quand je vois ce catalogue de cas, j'ai fortement envie de penser qu'effectivement, l'équicontinuité est toujours vérifiable. Je pense que je suis assez convaincu que ça, c'est optimal. C'est-à-dire que l'équi lipschitsien n'est probablement pas vrai, c'est-à-dire qu'on peut perdre par rapport à la régularité maximale. Ici, on a équi lipschitsien, ici, on a équi lipschitsien, ici, on a équi lipschitsien, mais pas là, à mon avis. Donc, c'est plus subtil. La géométrie va quand même, je pense, apparaître. Mais si on veut juste l'équicontinuité, je pense qu'on ne devrait avoir besoin de rien. Eh bien, ça, pour moi, je suis convaincu que c'est une question assez importante parce qu'il y a un trou méthodologique là. Et ça paraît être un petit exemple, mais je suis absolument persuadé qu'il y a de bonnes chances que la compréhension de cet exemple permette d'aborder beaucoup d'autres questions d'intérêt. Sur ce, j'étais très en retard à l'arrivée, je vous renouvelle mes excuses. Je suis un peu en retard maintenant. Séminaire dans un peu plus de 10 minutes. Merci beaucoup.